Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une nouvelle soirée et nous sommes en direct et donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Guylaine Lipski. Coucou Guylaine. Bonsoir Cédric et bonsoir à toutes les personnes présentes ce soir. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup d'être présent, d'avoir répondu à l'appel. Alors déjà, on va commencer par notre petit test de son et d'image habituel. Dites-nous si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et puis, on va pouvoir démarrer tout de suite après la conférence Libérer les schémas de l'ego pour sortir de la dualité. Un sujet très, très intéressant et que Guylaine va nous présenter à merveille. Donc, on va attendre les petits retours quelques secondes et puis après, eh bien, on va pouvoir presque rentrer dans le vif du sujet parce que je vais te demander, Guylaine, une petite chose. Pour Nicole, son et image tout à fait OK, super, ben merci pour les retours. Et donc, Guylaine, je voulais te demander, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ou pour celles qui te connaissent, mais bon, qui auraient un petit peu oublié entre-temps qui tu étais, bah, de nous dire, voilà, de te présenter en quelques mots, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, et voilà. Pourquoi ce soir tu viens nous parler, eh bien, de libérer les schémas de l'ego. Ok. Alors, eh bien, jusqu'à 40 ans, j'ai vécu une vie classique avec un travail, 4 enfants. À 40 ans, il s'est passé une situation qui m'a désarçonnée. C'était, vous savez que quand on arrive à 40 ans, enfin vers 40 ans, c'est toujours l'heure, la date du rendez-vous avec la vie. Et chaque personne, en général, vit un tumulte plus ou moins passager, mais qui peut parfois durer longtemps. Donc, à 40 ans, j'ai vécu une rencontre incompréhensible pour moi à l'époque avec le comportement manipulateur pervers narcissique que je ne savais pas bien sûr identifier. Donc j'ai cherché à comprendre ce que je vivais et je suis rentrée un jour dans une librairie et j'ai lu le premier livre que j'ai ouvert et qui me décrivait exactement ce comportement. J'ai été vraiment passionnée totalement par la compréhension des explications de ce comportement. Et à partir de là, la compréhension du comportement humain est vraiment devenue la passion de ma vie. J'ai englouti environ 500 livres. J'avais soif de tout. Bien. J'ai fait des formations parce que l'humain est devenu vraiment pour moi un sujet très 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 intéressant. Donc j'ai fait des formations. Je me suis mis aussi à ressentir beaucoup de choses. Je suis devenue thérapeute, je suis devenue canal. Je me suis mise aussi à peindre intuitivement. Voilà, et ça me mène jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire environ un peu plus d'une vingtaine d'années. Et maintenant, depuis 15 ans, j'accompagne des personnes pour se libérer notamment des schémas de l'ego, se libérer de la souffrance et faire de son mieux pour aborder les problématiques du quotidien avec plus de facilité, plus de compréhension, sachant qu'une information juste permet toujours d'alléger une souffrance. Et alors j'en viens au titre de ce soir, comment libérer les schémas de l'ego et pourquoi les libérer. Et c'est très simple en fait. Tout le monde sait, tout le monde le ressent plus ou moins, en tout cas nous le voyons. Il se passe sur Terre des choses, c'est un peu un volcan qui se réveille sur bien des niveaux différents. Et l'énergie est de plus en plus puissante. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous sommes, plus exactement, c'est vraiment action-réaction. C'est-à-dire que ce qui habite à l'intérieur de nous prend forme à l'extérieur de nous.
La forme extérieure passe donc par ce que nous sommes à l'intérieur. Et pourquoi il est important de passer à l'action? Parce que il n'y a que deux choix possibles aujourd'hui. Tous les comportements sont exacerbés. Tout ce que nous jugeons positif ou négatif est exacerbé. Bien. Et si nous ne passons pas à l'action, alors nous sommes passifs. Et quand quelque chose se passe malgré nous dans notre quotidien, quand un événement, une situation arrive jusqu'à nous, alors elle vient nous réveiller et nous sommes en réaction. Et lorsque nous sommes en réaction, nous ne sommes pas dans l'action. Lorsque nous sommes en réaction, nous avons perdu tout pouvoir sur nous-mêmes. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous sommes en réaction parce qu'une personne, une situation est venue nous chercher dans nos failles. Nos failles, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la blessure de l'enfance, la blessure de l'enfant qui est réveillée. Et lorsque cette blessure est réveillée, on réagit de façon animale, de façon instinctive, d'où le grand nombre de personnes qui se mettent en colère, parce que la colère, entre autres, est une souffrance qui ne trouve pas les mots pour se dire, pour se raconter dans un instant T. C'est-à-dire que la personne est réveillée dans sa blessure et perdant son pouvoir, elle ne sait plus réfléchir. La cohérence, pour elle, n'est plus disponible. C'est ce qu'on appelle réagir de façon animale. Alors, les schémas de l'ego qui nous font réagir et nous empêchent d'agir pour nous, lorsque nous sommes en réaction, nous agissons d'une certaine façon, mais nous agissons contre nous. Parce que dès que nous sommes en colère ou que nous crions ou que nous pleurons ou que nous hurlons, à ce moment-là, il n'y a plus aucun message valide qui peut passer. D'où le problème, c'est-à-dire que vous n'êtes plus qu'une marionnette entre les mains d'un marionnettiste. Le marionnettiste, c'est l'ego, mais c'est aussi la personne qui est devant vous ou la situation. Les schémas de l'ego, ce sont des croyances que nous avons mises en place lorsque nous étions enfants, suite à des situations que nous avons vécues, qui nous ont fait souffrir et en même temps qui ne nous ont pas permis de nommer, d'exprimer ce que nous vivions à l'intérieur de nous. Donc, tous les enfants du monde ont des histoires parfois heureuses, mais généralement assez en souffrance. Et donc, l'enfant va tout garder à l'intérieur de lui parce qu'il n'est pas autorisé à dire ce qu'il pense, déjà, et ensuite parce qu'on ne lui demande pas ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc, l'enfant va adopter des croyances de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais surtout, et ça c'est le plus grand danger, c'est qu'il va enfermer ses émotions à l'intérieur de lui. Alors bien évidemment, c'est encore pire pour le masculin parce que un petit garçon, on va lui dire les hommes ça ne pleure pas, les hommes ceci, les hommes cela. Or, au départ, le petit garçon ou la petite fille, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une sensibilité qui va être bafouée. Lorsque c'est le cas de la petite fille, on lui permet de pleurer, on lui permet d'exprimer ses émotions en général. On ne lui permet pas
de dire ce qu'elle ressent, la plupart du temps, parce que les parents ne sont pas disponibles et parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour être attentifs aux émotions de l'enfant. En tout cas, c'était comme ça jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, avec moi je parle de ma génération, mais avec les hommes plus jeunes aujourd'hui, je sais que ça change beaucoup et tant mieux. Et les papas sont beaucoup plus présents dans la vie de leurs enfants. Bien, donc on a d'un côté une petite fille qui est très sensible et qui a le droit de pleurer, et de l'autre côté un petit garçon qui est aussi très sensible, mais lui doit se taire. Donc le masculin va être en fait emmuré vivant dans sa souffrance, dans son incompréhension. Et tout comme la petite fille, il va adopter des croyances, notamment qu'un homme, ça doit être fort, qu'un homme, c'est là pour protéger tout et tout le monde, qu'un homme doit avoir réponse à tout, etc., etc. Sauf que il ne recevra pas de meilleure formation que la petite fille. Donc, il y a deux personnages qui vont grandir. La petite fille va oser exprimer ses émotions et aura plus de facilité pour s'exprimer. Quand le petit garçon à qui on n'a pas permis, enfant, de pleurer, de montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, lui, comme il aura gardé tous les mots à l'intérieur de lui, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il va grandir dans une incapacité de nommer ses émotions. Pourquoi? Parce que au départ, on ne lui aura pas permis déjà, en tout premier, de les ressentir. Et ne sachant que faire de ses émotions, le petit garçon va les enfermer à double tour pour que ça ne déborde pas, pour qu'il reste debout, et puis, bien entendu, pour qu'il devienne un homme aux yeux de papa et dans la société. Comme je le disais tout à l'heure, la petite fille, elle, va avoir plus de facilité pour s'exprimer parce que d'une façon générale, elle aura vécu moins d'interdits dans son enfance par rapport à ses émotions. Cela étant, la petite fille souffre autant que le petit garçon du fait qu'elle n'aura pas le droit de toute façon de se rebeller, de nommer ce qui est difficile pour elle. Et comme tous les enfants du monde, les enfants subissent les choix et les décisions de leurs parents. Alors, à ce propos, je voudrais dire que tous ceux qui m'écoutent savent, on dit sur le chemin spirituel que nous choisissons nos parents. En fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes attirés par les parents qui portent la même problématique que nous portons sur le plan de l'âme. C'est-à-dire une problématique qui est à transmuter pour se guérir. Bien. Donc, nous allons tomber dans la famille. Je donne toujours l'exemple de l'alcoolique. L'alcoolique qui souhaite se guérir de l'alcool va choisir un pays où il y a de l'alcool, une famille où il y a de l'alcool, pour retomber dans l'alcool, boire, et s'offrir ainsi le choix de sortir de sa faille, de sa difficulté, de sa problématique. Donc, nous sommes attirés par les parents qui portent la même problématique que nous sur le plan de l'âme avant l'incarnation. Et de ce fait, nous retombons, grâce et à cause de nos parents, nous retombons dans ce que nous avons à guérir. Bien. Mais comme enfant, il y a la plupart du temps beaucoup d'interdits, beaucoup de frustration.
on n'a pas la capacité enfant de faire le travail. Et on va simplement absorber des programmes parce que les programmes découlent de l'empreinte énergétique de ce que nous allons vivre. Et l'empreinte énergétique, elle devient une croyance. Et c'est bien sûr la croyance ensuite qui crée le programme. Le programme est inconscient. Néanmoins, il est ancré dans la cellule. Bien. Il a une vie à lui. Mais ce programme qui est demeuré inconscient va être réveillé à chaque fois qu'on va pointer le doigt dessus. Et à ce moment-là, si on n'a pas fait le travail pour se libérer de nos croyances, pour se libérer des empreintes douloureuses, nous allons être en réaction, nous allons perdre notre pouvoir et de ce fait, nous allons subir chaque jour des choses que nous ne voulons plus vivre, mais que nous ne savons pas changer. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a le programme qui émet sa fréquence, qui émet sa vibration. Et pourquoi je dis qu'il est important de passer à l'action? Parce que aujourd'hui, on n'a plus le temps de prendre du temps pour considérer, apprendre, comprendre d'une manière intellectuelle. Parce que la vie, le quotidien, qui est conscience, qui est pure conscience, va manifester exactement les messages que nous émettons. Comment nous émettons des messages? Parce que notre fréquence vibratoire porte ce qui vit à l'intérieur de nous. Notre fréquence vibratoire porte notre programme, le programme établi suite aux croyances. Par exemple, une petite fille qui a eu un papa alcoolique, qui a été battu, mettons, a énormément, on va dire 90% de chances d'attirer à elle un homme qui probablement boira et va la battre. Elle va quitter cet homme et si elle ne fait pas de travail pour amener dans la conscience, pour ramener à la surface de son être, c'est-à-dire dans la conscience, ce qu'elle a vécu enfant pour identifier ce qui s'est joué et ce qu'elle a cru, elle pourra quitter un homme et en retrouver un autre qui au départ sera extrêmement gentil et puis elle va se rendre compte que cet homme boit et cet homme va la battre. Voilà, c'est un exemple très simple mais je pense qui est très compréhensible. Et donc ce que la plupart des personnes ne parviennent pas à comprendre, c'est que lorsque tant que nous sommes dans les schémas de l'ego, donc dans les souffrances de l'enfance, puisque les schémas de l'ego sont la conséquence de ce que nous avons vécu enfant et des croyances que nous avons mis en place à l'intérieur de nous. Donc, tant que nous ne sommes pas conscients de comment nous fonctionnons, nous sommes et nous restons victimes de nous-mêmes. Nous sommes victimes de deux façons. Nous sommes victimes parce que la vie, nous, suite à la fréquence vibratoire que nous envoyons, va manifester toujours les mêmes situations qui, étant négatives, restent négatives. Et de ce fait, nous demeurons à chaque instant dans la souffrance, dans l'incompréhension. Et beaucoup de gens souffrent et ne voient pas comment changer leur quotidien. Ils ne se rendent pas compte que, émettant toujours la même fréquence, ils sont avant tout victimes de cette fréquence qu'ils portent en eux avant d'être victimes d'une personne et d'une situation. La personne que l'on attire à soi, la situation que l'on vit est la conséquence de cette fréquence
intérieur. Il est vraiment important de comprendre que ce qui nous a protégés, ce que nous avons mis en place inconsciemment, enfant, pour se protéger, nous a protégés un temps, mais nous a enfermés longtemps, très longtemps, tant que la vérité, tant que la réalité émotionnelle n'est pas reconnue, tant que nous ne savons pas pourquoi nous sommes en réaction, qu'est-ce qui est touché en nous, nous demeurons victimes des événements parce que nous sommes avant tout victimes de nous-mêmes. Je le répète, la forme extérieure passe par nous. Tout ce que nous vivons est manifesté par nous. Tout ce que nous attirons à nous comme situation part de notre intérieur. Bien. Comment vivre en conscience? Eh bien, c'est amener, comment vivre en conscience et se libérer des schémas de l'ego, puisque aujourd'hui, il y a vraiment urgence compte tenu de la puissance de l'énergie, c'est d'amener la conscience dans chaque situation du quotidien où nous sommes en souffrance. Parfois, les gens me disent, oui, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à travailler. Et je leur réponds toujours, regardez dans votre quotidien ce qui ne va pas, cela est à travailler. Alors, il est évident qu'il n'y a aucun jugement à poser sur quoi que ce soit. Nous sommes la conséquence d'une histoire. Si nous avions vécu enfant une autre histoire avec des parents différents, nous serions différents aujourd'hui et nous vivrions des situations différentes avec des personnes différentes. Bien. Donc, c'est déjà important en tout premier de reconnaître notre part de responsabilité dans ce que nous vivons de difficile. Sans aucun jugement. Il n'y a rien à juger. Tous, absolument tous, autant que nous sommes sur Terre, nous apprenons à marcher. Nous faisons de notre mieux. Et on ne tape pas, on ne frappe pas un bébé de 1 an qui essaie de se mettre sur ses 2 jambes et qui tombe parce qu'il n'y arrive pas du premier coup. Nous sommes tous dans ce cas-là, tous dans des leçons à apprendre. Certains le reconnaissent, d'autres n'ont pas la capacité de le reconnaître parce que la plupart du temps, l'orgueil se place comme une armure pour protéger la personne. Et l'orgueil est toujours issu de la souffrance. Donc, la plupart du temps, plus il y a de souffrance chez un individu, plus il est orgueilleux. Et accepter de dépasser cet orgueil, aller regarder cette souffrance, c'est extrêmement difficile pour bon nombre de personnes parce que ça veut dire j'accepte de redevenir fragile, j'accepte de redevenir vulnérable comme je l'étais enfant et ça, je n'en veux absolument pas. Ce comportement est encore plus exacerbé avec le masculin, puisque le masculin, plus que le féminin, a été empêché de se montrer dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité d'enfant. Donc, on va dire que le masculin sur Terre porte plus d'empêchement que le féminin pour exprimer ses émotions, pour oser pleurer. Alors que la sensibilité est là de la même façon, mais elle a été enfouie plus profondément. Donc, il est aussi important pour un homme que pour une femme d'aller se découvrir, mais c'est vrai que le masculin porte plus d'empêchement. L'armure, j'ai envie de dire, est plus épaisse, plus solide. Et cette armure, bien sûr, est un enfermement. Moins, heureusement, dans la génération actuelle des jeunes hommes et beaucoup plus chez les personnes de ma génération.
Bien, donc je pense que vous avez compris que notre comportement va décider de ce que nous allons vivre. Alors, comment être mieux responsable de ce que nous vivons, de ce que nous émettons? La meilleure façon de commencer à être mieux responsable, c'est de ne plus croire, par exemple, que les autres ont raison quand ils vous disent quelque chose avec de l'assurance, avec autorité. Ça n'est pas parce que en face de vous, quelqu'un a de l'assurance et une certaine autorité qu'il a raison. En revanche, votre histoire d'enfant peut vous faire croire, à cause d'un père ou d'une mère autoritaire, que l'autorité qui se place en face de vous a raison. Bien. Donc, si dans une situation donnée, vous ressentez que ce que vous entendez n'est pas juste ou n'est pas cohérent, vous avez obligation de vous positionner calmement. La difficulté du calmement, c'est que si la personne appuie sur votre réveil, votre blessure, vous perdez vos moyens. D'où l'intérêt d'apprendre à identifier d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui et nos réactions. C'est en cela que nous pouvons être plus responsables de notre quotidien, des situations difficiles que nous vivons. C'est à partir de la conscience que nous pouvons choisir un autre choix que celui qui était notre habitude. L'énergie d'aujourd'hui demande vraiment à chaque personne de sortir de ses habitudes, d'aller regarder ses habitudes. Encore plus, bien sûr, c'est évident lorsque vous êtes dans une situation où il y a de la souffrance. Notre vibration informe la forme extérieure. Que vous parliez ou que vous ne parliez pas, vous émettez une fréquence et cette fréquence porte un message qui informe tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous et qui vous revient sous la forme de solides dans la matière, d'individus, de situations, etc. Donc, se libérer du passé, c'est vraiment se libérer tout court, mais se libérer du passé, ça passe aujourd'hui, compte tenu de la puissance de l'énergie, ça passe dans l'instant présent. D'où l'importance, je le répète, mais c'est un chemin qui est vraiment vital aujourd'hui, de vous poser les bonnes questions dans chaque difficulté que vous vivez au quotidien, dans vos altercations avec des personnes, en sachant que ces personnes vous renvoient quelque chose qui parle de vous. Et sans poser de jugement, si vous parvenez à rester calme, vous serez à même de vous poser les bonnes questions en allant voir au bon endroit qu'est-ce qui vous met en réaction, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que je me sens trahi, humilié, abandonné, rejeté? Est-ce que je trouve cette situation injuste? Qu'est-ce qui se cache derrière le sentiment d'injustice? Tout est là pour nous informer sur qui nous sommes. Mais cette information, et c'est là le problème majeur, c'est que cette information de ce que nous avons à comprendre de nous, à apprendre pour le transmuter, c'est-à-dire pour muter le négatif et faire en sorte que ça devienne positif, toutes ces informations nous arrivent
par les situations difficiles et les personnes avec qui nous avons des difficultés. Donc, il s'agit de garder son calme et de s'occuper de sa souffrance, du vécu de l'enfant, de ce que nous avons ramené, afin d'identifier nos réactions avec sagesse, cohérence, de manière à avoir l'information que la vie nous propose par l'intermédiaire de situations et de personnes qui génèrent des difficultés. Et cela, aujourd'hui, nous est servi au quotidien au travers de notre présent, de tout ce que nous vivons. Donc, devenir attentif, devenir vigilant par rapport à soi-même, de ne plus disperser notre énergie à l'extérieur de nous, mais rester centré à l'intérieur de nous, est vraiment devenu vital dans tout ce que nous vivons aujourd'hui et dans tout ce que nous allons vivre, puisque chacun se rend compte que tout bouge énormément et tout va bouger de plus en plus parce que l'énergie est de plus en plus puissante et on ne peut pas arrêter les fréquences énergétiques qui arrivent sur Terre. C'est impossible. La Terre vit un changement extrêmement important. On est arrivé à la fin d'un cycle de 26 500 années et personne ne peut empêcher le changement qui arrive. Sauf que, avant de se retrouver dans des eaux calmes, il peut y avoir des eaux troubles. Et si nous voulons vivre ces eaux troubles du mieux que nous pouvons le faire, c'est-à-dire en attirant le moins possible de situations chaotiques et de personnes qui génèrent de la souffrance dans notre vie, nous avons l'obligation d'aller regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui génère ces situations et qui attire ces personnes. Voilà. Donc, je vais vous demander maintenant si vous avez des explications, si vous avez des questions. Cédric, c'est à toi. Yes, eh ben écoute, merci beaucoup pour déjà ce que tu nous as apporté comme info. Alors, il y a pas mal de questions. Et juste avant de les prendre, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Parce que pour aller plus loin, justement, on va proposer un atelier qui sera dans 15 jours, justement pour parler de ce sujet, pour aller plus loin et pour commencer cette libération. Donc, ça va être un mix atelier soins plus atelier échange justement sur vos propres situations. Donc voilà, si tu veux nous en dire quelques mots et après, comme ça va me permettre de laisser le temps de reprendre les questions. Ok. Donc, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le répéter. J'ai expliqué qu'au travers des personnes que j'accompagne, je me rends de plus en plus compte que les personnes ont des compréhensions intellectuelles, mais que pour autant, ça ne les empêche pas de souffrir, c'est normal, et qu'elles ne savent pas comment agir dans des situations difficiles. Donc, je me suis dit que j'allais changer ma forme d'atelier et au lieu de vous apporter des connaissances intellectuelles, j'ai envie de vous apporter du vivant, quelque chose de beaucoup plus concret qui va passer par ma connaissance intellectuelle, c'est vrai, mais aussi ma guidance, ma façon de ressentir les gens, les situations, les personnes. Donc, j'ai cette capacité de ressentir ce qui se passe au-delà des apparences. Et donc, je vais vous proposer à ceux qui le souhaitent d'énoncer votre problématique et de recevoir chacun une réponse individuelle dans cet atelier. Donc, c'est un nouveau concept d'atelier. Ça ne sera plus uniquement intellectuel, mais on va aller dans le concret de votre situation. Alors, votre situation, c'est d'autant plus facile pour vous de l'expliquer que on ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes,
et donc vous pouvez absolument tout raconter. Personne ne pourra vous identifier. Bien. Et ensuite, alors après ou avant le partage, nous ferons une méditation soin. C'est-à-dire que je vous ferai vivre un voyage pour descendre dans vos profondeurs et pouvoir identifier et vous libérer, puisque lorsqu'on apporte une information juste, qui est énergétique, qui est vécue dans le corps, à ce moment-là, on libère quelque chose de la blessure. L'intellect, c'est le premier barreau de l'échelle, mais ensuite, c'est une aide, c'est un pansement que l'on pose sur la blessure. Ça aide à vivre avec la blessure, mais en revanche, sous le pansement, il y a toujours la blessure. Et donc, tant qu'il y a la blessure, vous serez en réaction. Pour changer cela, pour modifier cela, je vous inviterai à descendre dans vos profondeurs pour ressentir et faire des prises de conscience à propos de votre comportement, de ce qui l'induit dans votre vie d'aujourd'hui. Et si nous acceptons de regarder sans jugement, juste voir, à ce moment-là, nous commençons déjà à nous libérer de l'enfermement intérieur que nous avions construit. Voilà, je pense que j'ai été claire. Vous pouvez me poser encore des questions si vous en avez à ce sujet. Merci, c'était très très clair, Guylaine. Alors, on va commencer par la question d'Athéna, puisque tu as expliqué bien que l'extérieur reflétait l'intérieur. Et elle dit, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que lorsque nous vivons de brefs moments de tristesse ou de colère, on émet des vibrations. Alors cela veut-il dire que nous n'avons plus le droit de traverser ces états de souffrance, de les accepter pour pouvoir les libérer? Pas du tout. Pas du tout, parce que un état ponctuel de libération des émotions, c'est de la maladie en moins. C'est-à-dire que ce que vous n'exprimez pas sur le plan émotionnel, le corps va l'engrammer et le sortira un jour sous forme de maladie. Donc, il est extrêmement juste et bienfaisant pour la personne d'exprimer ses émotions, mais ça n'est pas, ça va être un moment ponctuel dans la journée. En aucun cas, ça va être, au contraire, c'est encore plus bienfaiteur parce que ça va lui permettre de libérer quelque chose et de ne pas exprimer la même fréquence pendant toute la journée. Donc, lorsque je dis que notre vie est le résultat de notre fréquence vibratoire, c'est une fréquence que nous portons depuis l'enfance et qui est extrêmement profonde et qui émet à chaque instant et depuis des années. Ça n'est absolument pas un moment de tristesse qui s'exprime sur un plan émotionnel qui va décider et organiser la matière à l'extérieur de nous. Moi, je parle de ce qui est lancinant que nous émettons depuis 20, 30, 40 ans, ou 50 ou 60. C'est de cela dont il est vital de se libérer. Mais sûrement pas au contraire, exprimer ses émotions pendant un moment ponctuel et après, ça y est, c'est fait et on se sent plus léger, libéré. C'est complètement OK, c'est parfait. Ça n'induira rien de négatif sur le plan de la manifestation parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui arrive dans notre quotidien, ça a mis quand même un certain temps à se mettre en forme dans l'éther avant d'arriver dans la matière. Ça ne fonctionne pas juste avec 5 minutes. Donc, c'est à nous de décoder et de sortir de
de l'empreinte des souffrances de l'enfant qui font que vous êtes réactif aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de possibilité, parce que le travail n'a pas été fait auparavant, mais que vous vous trouvez aujourd'hui dans des situations difficiles avec des personnes difficiles, c'est là justement où il y a urgence à s'informer de qu'est-ce qui en moi génère cette situation et qu'est-ce que je n'ai plus à accepter. Parce que beaucoup de personnes vivent des situations difficiles et me disent oui, mais je comprends parce que avec ce qu'il soit elle a vécu enfant, c'est compréhensible, etc., etc. Ok, on peut comprendre, mais comprendre une personne, une situation, n'implique en aucun cas de continuer à subir. Si nous voulons sauver quelqu'un, nous avons l'obligation aujourd'hui de ramener l'information en conscience et de reconnaître que nous ne pouvons sauver personne de lui-même, que la personne est responsable, qu'elle est elle aussi victime de son enfermement, de ses blessures intérieures, et qu'il n'y a qu'elle qui puisse se prendre en charge. Et nous pouvons avoir toutes les compréhensions possibles à propos d'autrui. Nous n'avons pas à subir parce que ça ne sauvera personne. Et surtout pas vous, et surtout pas l'autre. L'autre a un chemin à faire, c'est sa responsabilité, et ça n'est pas la vôtre. On ne peut changer personne. On ne peut que changer son propre comportement, ce qui fait que l'autre, sans même lui demander de changer, va être dans l'obligation de s'adapter à votre nouveau comportement. Mais pour adopter un comportement nouveau, encore faut-il que vous ayez conscience de ce qui vit, de ce qui mijote à l'intérieur de vous depuis 20, 30, 40, 50 ans. Voilà. Merci pour ta réponse. Et puis justement, c'est ça en fait, ces moments brefs de tristesse, de colère, en fait, ce sont des véritables indications de quelque chose qui est actuellement en nous en déséquilibre, en désalignement. Et du coup, c'est aussi une indication, donc c'est une information de ce que nous avons à régler, à faire maintenant pour corriger un petit peu cet état. Donc c'est important, voilà, de pouvoir les accepter, de pouvoir les libérer. Et comme tu disais, enfin moi je te dis aussi ce qui me vient, c'est que quand tu parles qu'on peut comprendre aussi les autres, comment ils agissent et en fonction de nous, c'est justement la distinction qu'on fait entre accepter ce qui nous arrive et le tolérer. Moi, il y a beaucoup de choses avant, bah oui, j'accepte et tout ça, mais en fait, il y a des choses, on n'a plus à tolérer que ça fasse partie de notre vie, et c'est à nous la responsabilité, justement, de reprendre notre pouvoir et de dire, voilà, j'accepte que ça se soit comme ça, mais je n'ai pas envie forcément que ça fasse partie de mon expérience, donc je vais prendre les mesures nécessaires pour justement faire en sorte que ça n'en fasse plus partie. Tout est parfaitement juste dans ce que tu énonces. On a tout à fait le droit de changer nos choix et d'identifier ce qui, à l'intérieur de nous, nous a fait croire que on était dans l'obligation de tolérer des choses qui nous font mal. Tout ce que tu as dit est très très juste, mais encore faut-il faire un chemin pour prendre conscience de ce que tu viens de nommer, parce que c'est encore un chemin de réflexion, d'identification pour amener la conscience là où elle a besoin d'être vue, d'être posée. Et ça demande un retournement intérieur, un chemin intérieur. Et beaucoup de personnes n'y parviennent pas parce qu'elles sont prises dans leur programme. Et pour être capable d'agir ce que tu viens de nommer, il faut avoir une vue qui commence déjà à sortir du programme. C'est-à-dire prendre du recul, prendre de l'altitude. C'est exactement comme avoir la tête sous l'eau ou la tête hors de l'eau.
adopter un comportement plus juste envers nous-mêmes, c'est déjà prendre du recul, de l'altitude et faire preuve d'estime et d'amour pour soi. Mais on n'a pas appris ça la plupart du temps enfant, donc il faut le mettre maintenant en action. Tout à fait. Voilà. Merci pour ton complément. On va continuer. Alors, je navigue entre YouTube et puis la salle de conférence avec une question de Paula qui demande « Bonsoir et merci pour cette conférence. Que dois-je comprendre du fait de toujours rencontrer des hommes infidèles? Mon père ne l'était pourtant pas. » Et sa maman? Alors, ce serait intéressant de savoir s'il y avait un des deux parents qui l'était, ou s'il y avait sur le plan transgénérationnel l'un des grands-parents, parce que il y a forcément Paula porte une mémoire intérieure qui demande à être identifiée. Ou alors, est-ce que Paula est infidèle à elle-même, à ce qu'elle pense être juste et bon pour elle et qu'elle ne respecte pas? Dans quel domaine Paula risque ou peut être infidèle à elle-même? Parce que forcément, ça vient la chercher quelque part. Ça peut être aussi parce que elle manque d'estime pour elle-même. Par exemple, ce manque d'estime empêche le discernement. En tout cas, il y a quelque chose qui fait partie d'elle et qui génère à l'extérieur ce comportement qu'elle est censée recevoir comme une information. Il y a une information pour elle. Donc, quelle est-elle? Là, il faudrait avoir plus de détails. Notamment, ça peut faire partie d'un atelier, par exemple. Merci pour ta réponse, Guylaine, et merci Paula pour ta question. On va prendre la question de Saïda, qui dit « Bonsoir, ma problématique est la procrastination plus. Je suis paralysé par l'action, j'ai l'impression d'avoir un pilote automatique qui guide ma vie dans le sens inverse de ce que je veux. Que se passe-t-il quand l'extérieur est plutôt favorable, mais que l'on crée les conditions de l'échec ?» Bien, la meilleure question, c'est qu'est-ce que l'on fuit? Parce qu'à la base, il y a une fuite. Il y a une fuite parce qu'il y a une peur inconsciente. Donc là, il s'agit d'aller identifier cette peur. Peur de la réussite, peur du bonheur, croyance qu'on ne mérite pas le bonheur, croyance que la réussite c'est pour les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire partie de l'atelier parce que il y a besoin de plus de détails pour décoder. Merci pour la réponse, ça donne déjà une piste de réflexion et de recherche. Pierre nous demande comment faire la différence entre un choix de l'ego ou celui de l'âme. Alors, le choix de l'âme, c'est quelque chose qu'on ressent. Le choix du mental, de l'ego, c'est quelque chose que l'on pense, que l'on décide. Et souvent, le choix du mental n'est pas en lien avec le ressenti. Avec le ressenti que l'on peut aussi nommer intuition. Le choix du mental, c'est je pense ça parce que j'ai appris ça.
alors que le corps a toutes les réponses, mais la réponse du corps, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est pas quelque chose que l'on décide. C'est pas quelque chose qui est réfléchi, le ressenti. En revanche, le mental, l'ego décide et réfléchit et va apporter une réponse en fonction de son expérience, de ce qu'il connaît. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que si on veut changer les situations de notre vie, celles qui sont difficiles, etc., nous devons absolument adopter des comportements différents parce que les mêmes comportements vont générer les mêmes résultats. Et étant donné que l'ego et le mental ne se réfèrent qu'à ce qu'ils connaissent, rien ne peut changer tant qu'on n'ose pas entrer dans l'inconnu, c'est-à-dire dans un comportement différent où on va aller en se disant, quitte à me tromper, c'est pas grave, je vais aller dans quelque chose que j'ignore parce que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, ce que j'ai expérimenté ne me convient pas. Donc, il faut aller dans l'inconnu. Et c'est extrêmement difficile parce que ça génère beaucoup de peur pour l'ego. Et l'ego ne veut pas ça. Donc, le mental suit. Et ce qui nous empêche de changer nos vies à l'heure actuelle, ce sont nos habitudes de pensée et nos expériences du passé qui nous ont fait croire que il y a danger pour nous. Mais aujourd'hui, dans l'énergie actuelle, si malgré nous on continue de se référer au passé, il n'y a pas d'issue positive possible. Dans les situations difficiles, bien sûr, je parle. On doit vraiment aller dans ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire prendre des risques, sachant qu'il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que apprendre à devenir sage. Et apprendre à devenir sage, c'est apprendre ce que l'on ne connaît pas, et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a jamais d'erreur. Voilà. Merci Guylaine pour cette réponse et merci pour la question. Annick nous demande que comprendre du fait que sans cesse des personnes viennent s'épancher sur elles-mêmes et leurs problèmes auprès de moi. J'ajoute que j'en ai marre car ces personnes n'ont pas d'écoute envers moi. Alors, c'est intéressant parce que est-ce que cette personne s'écoute elle-même quand elle continue d'écouter ceux qui viennent s'épancher alors qu'elle en a ras-le-bol, mais qu'elle continue d'écouter. Donc là, il y a un dilemme qui part d'elle, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de dire stop. On peut dire très gentiment, écoute, je ne suis pas la personne appropriée, peut-être tu pourrais te faire accompagner par un thérapeute ou par un psychologue selon la personne, peu importe. Mais je veux dire, ça reste un devoir à un moment donné d'arrêter de subir ce genre de situation qui part forcément d'une partie de cette personne qui accepte de subir sans rien dire. Elle en a marre, ok, mais est-ce qu'elle a nommé qu'elle en avait marre? Est-ce qu'elle a nommé qu'elle n'était plus présente, que pour elle, ça n'était plus acceptable d'entendre les autres se plaindre? Est-ce qu'elle l'a nommé? Je crois pas. Je pense pas. Donc, il y a l'obligation, à un moment donné, de dire je pense que je ne suis pas la bonne personne pour te donner des éléments positifs et te permettre de changer ta situation. Et je te conseille d'aller voir un professionnel qui pourra mieux t'aider que moi.
Et c'est là où l'action entre en jeu. Et c'est le message que j'essaie de faire passer pendant cette conférence, c'est que aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas continuer de dire j'en ai marre, je supporte plus, c'est difficile pour moi. Ok, c'est vrai, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit de sentir que c'est difficile et que ça n'est plus ok pour moi, mais on a le devoir de passer à l'action, d'arrêter de subir et de nommer ce qui est vrai et juste pour nous. Et si on ne passe pas par l'action, alors rien ne changera. La réponse, c'est exactement un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure justement, c'est accepter que les choses soient telles qu'elles sont, mais faire le choix de ce qu'on veut ou pas dans notre vie et justement, comme tu l'as dit, passer à l'action. Alors, on va prendre une petite question de Martine qui demande « L'exemple du père alcoolique fait écho chez moi. J'ai toujours eu des partenaires ayant cette problématique. J'en ai pris conscience, mais comment vibrer autrement pour attirer un partenaire sobre ?» Alors, comment vibrer autrement? Eh bien, descendre à l'intérieur de soi pour libérer la souffrance due au papa alcoolique, parce que ça génère énormément de souffrance chez un enfant et on peut pas, c'est impossible, on peut pas garder cette souffrance et attirer les bonnes personnes à nous. Donc, il s'agit vraiment de faire un travail approprié pour se libérer de cette empreinte qui est devenue l'empreinte, elle devient un programme. Hein, je l'ai expliqué tout à l'heure sur le plan de la fréquence vibratoire. Donc, il y a vraiment une nécessité de transmuter cet héritage. Alors, je lis moi une question qui semble intéressante. Je sais pas si tu l'as vu, Cédric, parce que c'est un peu coupé. Je lis Vincent. J'ai pris conscience de la cause de pulsions sexuelles et pourtant les pulsions sont encore présentes. Je suppose que je dois être patient avant que le changement ne se fasse complètement dans la matière. Alors, ce qui est important là, c'est que ça n'est pas une compréhension intellectuelle qui va modifier les pulsions. Une pulsion, c'est ce que j'expliquais au début. La pulsion est générée par une réaction intérieure qui crée la pulsion. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la personne et il y a une pulsion. Et ça n'est pas la compréhension intellectuelle qui va modifier ça. C'est vraiment faire un travail énergétique pour se libérer de ce qui génère la pulsion. Mais ça se passe sur un plan énergétique. C'est un travail avec le corps. Ça n'est pas un travail intellectuel. Le travail intellectuel, c'est bien, c'est une aide. Ça permet d'identifier ce qui se passe, ok. Mais le second pas, c'est de travailler sur un plan énergétique avec le corps. Voilà. Merci pour ta question et merci pour la réponse. On a Anne-Caroline ensuite qui demande « Bonsoir, je suis pour ma part constamment stressée, comme si je luttais contre moi-même à tel point que je suis tendu en dormant et ne trouve pas le sommeil profond et réparateur. Le stress n'est pas une émotion, mais semble être la conséquence d'un refoulement d'innombrables émotions. Je ne sais comment l'évacuer, m'apaiser pour vivre en paix. Pourtant, je pratique tous les soirs une méditation ou un temps d'introspection pour m'écouter. Que puis-je faire de plus ?» Un travail énergétique amené à... Enfin, moi, dans mon travail, j'amène la personne à poser son attention dans le corps, dans le ressenti.
alors c'est vrai qu'une personne au départ ne peut pas faire ça toute seule. Il faut faire ce travail avec un thérapeute, vraiment. Je pense que lors du soin que je vais proposer pendant l'atelier, ça peut être un bon exemple. Ça donnerait à Anne-Caroline une idée de comment descendre à l'intérieur d'elle. Mais vraiment, j'attire l'attention de chaque personne sur le fait que la compréhension intellectuelle ne génère aucune guérison. Elle l'aide seulement à vivre avec la blessure, à poser un pansement, c'est une aide, mais en aucun cas ça ne génère de guérison. Il faut vraiment travailler à la libération des mémoires et ça passe par le corps. Voilà. Merci. Mais par contre, Anne-Caroline a bien identifié que il y a énormément de stress dû à plein de choses différentes. Et ce qui vient là, c'est qu'elle est tendue comme un arc. Donc ça, c'est parce que vous retenez beaucoup de choses. Il faut laisser sortir. Il faut laisser sortir, mais quand on n'a pas l'habitude de travailler seul sur soi, il faut prendre au départ un thérapeute pour vous donner, pour vous offrir un outil. Tout le monde veut se débrouiller tout seul. Je peux comprendre, mais ça n'est pas possible au départ d'apprendre à travailler avec son corps lorsque on ne l'a pas appris avec un thérapeute. Donc vraiment Anne-Caroline, c'est vraiment important d'apprendre à ressentir ce qui se passe dans votre corps, de descendre dans le ressenti en conscience. Alors je pense qu'effectivement déjà faire cet atelier ça serait un premier pas pour vous et peut-être ensuite qu'avec le replay vous pourrez continuer de travailler sur vous toute seule si c'est votre choix. Et c'est vraiment important, comme tu le dis, de pouvoir se faire aider parce que ce soit dans un domaine comme ça ou dans un domaine de travail professionnel ou autre chose, à un moment, on a la tête en fait tout le temps dans le guidon, comme on dit. On fait, on agit, tu vois, on est un petit peu en réaction par rapport à tout ce qui nous arrive. Et en fait, l'aide que quelqu'un peut nous apporter, eh bien, ça nous permet de prendre ce recul. C'est quelqu'un qui va avoir une vision d'ensemble de ce que nous, on voit pas puisqu'on a des œillères. On est en train de foncer, en tout cas, droit dans le mur. Et donc, cette personne, elle est là pour nous dire, attention, là, il y a un mur, mets un panneau, et voilà comment on peut faire pour, eh bien, le franchir. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce conscience de ça dans tous les domaines, en tout cas, de sa vie. Ben c'est ce que je dis, tu sais, souvent je dis on ne peut pas avoir la tête sous l'eau et la tête hors de l'eau en même temps. Quand on est dans notre souffrance, on est dans notre programme, on a la tête sous l'eau. C'est évident. Donc, pour sortir la tête de l'eau, on a besoin d'être accompagné. Ça peut pas être autrement. Moi, avant de travailler toute seule, j'ai travaillé pendant 2 ans régulièrement avec un thérapeute. Et c'est vrai que bon, alors moi, je vous parle d'il y a 20 ans. L'énergie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, il y a 20 ans, pendant 2 ans, j'ai travaillé régulièrement avec un thérapeute avant d'intégrer l'outil. Et maintenant, l'outil, je veux dire, c'est un voyage dans l'inconscient et c'est devenu un automatisme. Mais au départ, je me suis fait aider. Je pouvais pas acquérir cet outil toute seule. Je pouvais pas l'inventer. Je pouvais pas inventer ce que je connais pas. Donc oui, au départ, il faut être aidé. Et les personnes qui refusent de se faire aider, c'est un choix inconscient de rester dans l'état de victime et dans l'espoir que l'extérieur va changer, qu'il va se passer quelque chose sans que nous ayons, nous,
à changer quelque chose à l'intérieur de nous. Mais ça fonctionne pas, ce programme. Et aujourd'hui, encore moins qu'hier. Ça répond aussi à la question de Catherine qui demandait comment aller vers ce que l'on ne connaît pas si on ne le connaît pas, et bien c'est avec aussi quelqu'un qui peut nous apporter cette connaissance. Dans notre vie, nous devons toujours aller vers quelqu'un qui est là où nous souhaitons aller. Donc, qui a un outil qui a été expérimenté déjà et qui peut nous être expliqué, mais expliqué dans le vécu, dans le vivant, pas juste intellectuellement. Il y a un moment, il faut se choisir. Et alors, parfois, j'entends les personnes dire oui, mais j'ai pas l'argent, etc. Et ça, la personne qui se choisit recevra toujours l'argent de l'univers pour peu qu'elle ait confiance, qu'elle fait le bon choix, qu'elle fait un choix qui est juste par amour pour elle, dans le sens de sa guérison. C'est pas possible de faire le choix, de faire un choix sincère, de grandir et de ne pas être aidé par l'univers. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Il y a aussi souvent, comme tu l'as dit, se rapprocher des personnes qui ont déjà réalisé, en tout cas là où nous voudrions arriver. C'est ce truc de mimétisme. On peut aussi le travailler dans les livres, et ça m'a fait penser à ça parce que il y a cette notion d'action dont on a parlé pour que ça devienne un automatisme et de connaissance. Et justement, souvent, on se plonge dans les livres pour trouver les solutions, on devient une bibliothèque à savoir, ce qui n'est pas vraiment utile, à part pour impressionner peut-être le voisin. Mais dans la lecture de ces livres, on oublie souvent ce côté pratique et mettre en place justement ce qu'on est en train de lire pour pouvoir l'expérimenter, voir si ça nous correspond, et si ça ne nous correspond pas, eh bien, aller plus loin. Le livre, c'est aussi un très bon apport pour justement découvrir des choses que l'on ne connaît pas, mais encore faut-il le mettre en pratique pour que ça puisse aussi devenir un automatisme et nous emmener, en tout cas, plus loin dans notre expérience. Oui, parce que c'est pas en accumulant des informations qu'on va se guérir. C'est agréable, on se fait plaisir, c'est bien, mais ça ne va pas provoquer, ça ne va pas générer la guérison. Alors, on va continuer avec Anne-Caroline encore qui dit « Merci Hélène. Je pratique le Qigong, le yoga, la danse. J'ai déjà consulté les magnétiseurs, le somatothérapeute, etc. Que pourriez-vous m'apporter de plus dans votre atelier ?» Je ne sais pas, tant que vous ne l'avez pas vécu. Je n'ai pas une... Il y a un problème. Parce que si, et je le crois, hein, quand je dis si, c'est dans ma façon de parler, mais je crois effectivement qu'Anne-Caroline a rencontré toutes ces personnes, mais si elle a rencontré toutes ces personnes et que ça ne change pas la tension intérieure du corps, ça veut dire que la tension n'a pas été touchée. La raison majeure n'a pas été touchée. Qu'est-ce que je peux, moi, apporter dans un atelier? Alors, chaque personne vit un atelier en fonction de là où elle en est. Ça, c'est sûr. Mon travail se passe dans le senti, dans le ressenti. Peut-être que Anne-Caroline a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de monde, mais peut-être qu'elle n'a jamais, à cause d'un blocage intérieur, pu descendre et ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle. On pourrait aussi poser la question à Anne-Caroline, justement, que ferais-tu, toi, de cet atelier? Quelle implication y mettrais-tu et quelle intention? Parce que c'est important qu'il y ait un échange dans les deux sens lors d'un soin, avec un énergéticien ou lors d'un atelier, peu importe.
Mais moi, je me souviens avoir participé à un séminaire et c'est un petit peu aussi ça qui a changé ma vie à un moment, en tout cas à un moment donné. C'est ça qui m'a fait prendre une autre direction, mais parce que je suis allé à ce séminaire qui coûtait quand même, qui avait un coût important, mais j'y suis allé avec l'intention que dans tous les cas, ça allait changer. Et quand j'y ai été, je me suis dit, je vais faire tout à fond, mais vraiment à 200%, en me disant, ben voilà, je vais faire tous les exercices qui vont m'être donnés, je vais à fond, en tout cas, m'impliquer dans ce changement. Et c'est aussi ce qui a fait la différence, parce que j'aurais pu aussi y aller, m'asseoir au fond de la salle, croiser les bras, et puis attendre que ça se passe. Donc voilà, il y a toujours un échange, que ce soit avec des thérapeutes ou dans des ateliers, à réaliser. Il y a le thérapeute qui nous apporte sa partie connaissance, sa partie soin, sa partie énergétique, et puis l'implication que nous mettons dans ce que nous vivons. Oui, parce que tu nommes quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir quelqu'un, un thérapeute quel qu'il soit, et qui attendent que le thérapeute fasse quelque chose pour elles. Or, ça fonctionne pas comme ça. Le thérapeute envoie une information et c'est la personne qui en fait ou pas quelque chose. Et ça passe par... Alors, là, j'ai une information qui me vient pour Anne-Caroline. Je vais la poser sous une forme de question pour Anne-Caroline. Je lui demande pas de réponse maintenant. C'est une question à laquelle vous devez réfléchir. À quoi dites-vous non? Donc là, je m'adresse à Anne-Caroline. À quoi dites-vous non? Alors, ne réfléchissez pas. C'est pas comme ça que la réponse va venir. Ça vous demande un état méditatif, de vous intérioriser sans réfléchir et posez-vous la question, à quoi je dis non? Parce que j'ai reçu une information, une image que je vais pas vous donner parce que ça servirait à rien. Je préfère vous poser la question et que vous fassiez le travail vous-même. Voilà. Réponse, Anne-Caroline. Et Kitty qui demande, je ne comprends pas, ne s'agit-il pas de reprendre son pouvoir personnel et il faudrait dépendre de thérapeutes? Mais son pouvoir, notre pouvoir, il est enseveli sous un amas de souffrances, de blessures, de croyances. Et le thérapeute, il n'est pas là pour nous donner quelque chose que nous n'avons pas. Le thérapeute, il est là pour nous aider à enlever des couches afin de rencontrer notre propre pouvoir. Le thérapeute, il ne fait rien. Le thérapeute, il propose, il apporte et ensuite, la personne en fait quelque chose ou pas. Le thérapeute est un outil. L'action passe par l'outil, mais c'est la personne qui entre en action à l'intérieur d'elle. C'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il propose, il est un outil, point. C'est la personne qui fait le travail. Et le thérapeute est là pour permettre à la personne de faire le ménage à l'intérieur d'elle. Mais c'est pas le thérapeute qui fait le ménage, c'est la personne qui dit oui à l'intérieur. Ça, c'est important de comprendre ça. Et on en revient tout à l'heure à ce que tu disais, Cédric, et ce que je disais, c'est quand on a la tête sous l'eau, on peut pas vivre et regarder et comprendre et identifier et voir la même chose que lorsqu'on a la tête hors de l'eau. Forcément, on n'a pas la même vision. On ne subit pas les mêmes pressions. Donc, c'est évident que reprendre notre propre pouvoir, quand on l'a perdu,
ça demande une aide au départ. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Je vois ça c'est très intéressant. Anne-Caroline dit, merci Guylaine, la question accélère mon rythme cardiaque et je ressens une bouffée de chaleur. Eh bien, Anne-Caroline, vous venez de faire l'expérience du travail avec le corps. Alors, si on était ensemble, je vous accompagnerai pour pouvoir mettre des mots et identifier ce qui se passe dans votre corps. Mais là, c'est déjà un début magnifique. Donc, Anne-Caroline, continuez parce que en général, ce que je ressens est juste, du moins d'après mon expérience et d'après les personnes que j'accompagne qui travaillent avec moi. Donc, continuez. Ça veut dire que ce que je vous ai proposé est important et c'est vraiment vital pour vous de continuer. Tant mieux. Merci Guylaine pour tes réponses. Alors on va prendre la question de Morgane qui nous demande comment rester calme ou dans l'amour quand ma mère fait du mal à ceux que j'aime. Déjà, on n'est pas obligé de continuer à subir le comportement de sa mère. Déjà. Donc, est-ce qu'il y a moyen de protéger ceux que j'aime de ma mère? Ça, c'est le premier point. On a le droit de mettre une distance en kilomètres ou en mètres avec une personne qui a un comportement délétère, toxique. On n'a pas l'obligation de subir, on en a déjà parlé. On a aussi la possibilité, suivant la situation, de se positionner et de nommer les choses. On n'a pas l'obligation de subir parce que la personne est notre mère. Ça, c'est terminé. Ça, ce sont des vieux concepts issus d'une société, d'une matrice falsifiée. Alors, il n'est pas question d'envoyer, d'être violent, mais il est question aujourd'hui de manifester qui nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, dans le respect de l'autre, mais avant tout dans le respect de nous-mêmes, ce qui induit forcément de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est dire stop. Ça n'est pas parce que c'est ma mère que j'ai l'obligation de subir ou de ne pas me positionner par rapport aux personnes qui subissent. Si ces personnes que j'aime, bien sûr, n'ont pas l'âge de se positionner. Si ces personnes sont adultes, elles ont un chemin à faire grâce à la mère qui a un comportement toxique. D'accord? Mais si ces personnes ne sont pas adultes et n'ont pas la possibilité, la capacité de se positionner, alors nous avons le droit effectivement de les protéger, bien sûr. Il y a tout un lot de concepts qui sont issus de la matrice falsifiée que nous devons laisser de côté aujourd'hui. Chaque personne doit et peut redevenir libre dans le respect d'autrui et avant tout dans le respect de qui elle est. Alors, je vois une chose, Kitty dit, n'est-ce pas le rôle de nos guides, anges, notre moi supérieur? Alors ça, c'était par rapport au travail que je disais qui est nécessaire pour se libérer. Alors, il faut savoir une chose, Kitty, qui est extrêmement importante, c'est que nos guides, nos anges, notre moi supérieur ne feront jamais le travail à notre place. C'est-à-dire que en tant qu'humains, nous avons des responsabilités par rapport à ce que nous avons choisi de libérer de nos failles, de nos blessures. Et c'est nous qui le faisons. Nos guides ne feront jamais, jamais, ni nos anges, ni notre moi supérieur, le travail que nous avons choisi de venir faire, vivre sur Terre. Il faut pas tout confondre.
Ça, c'est un point important parce que on reste dans le statut de victime et puis alors si les anges et les guides ils font rien, ben on n'a pas de chance. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Nous avons vraiment des choses, des états intérieurs que nous avons choisi de libérer, de guérir en tant qu'humain. Et c'est pour ça qu'on est dans une expérience avec un corps physique et nos anges, nos guides ne feront pas le travail à notre place. Ils ne feront pas le travail qui est notre responsabilité. Ok, oui, mais ne faisons-nous pas ce travail avec eux? Alors, ils induisent, effectivement, ils vont induire des situations, des pensées pour nous permettre de faire un pas en avant. Ça, c'est clair. C'est clair que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et le moment où nous sommes prêts à capter une pensée, une idée qui va nous permettre de progresser, c'est clair que nous recevons l'aide. Mais quand nous sommes prêts au moment juste, au bon moment, bien sûr, nous recevons de l'aide, mais ils ne font pas le travail à notre place. Alors, eh bien, on va prendre les deux dernières questions. Déjà de Anne-Caroline, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, qui dit « C'est très dur de ne pas intellectualiser, il y a des mots qui se bousculent, responsabilité, amour de soi ou autre. Est-ce qu'un travail de nettoyage se fait sans rien influencer ?» Alors, si vous êtes toute seule et que vous... Justement, il ne faut pas intellectualiser. Et c'est le thérapeute qui va empêcher, entre guillemets, la personne d'intellectualiser en lui posant des questions appropriées. Parce que sinon, effectivement, ça va être... le mental peut arriver. Et puis, quand on est seul, c'est extrêmement difficile aussi de rester vraiment centré sur le corps. Quand on travaille avec un thérapeute, il y a l'énergie du thérapeute qui nous cadre. Il faut pas oublier ça. C'est vraiment un point important. On peut pas, on a tous des compétences, mais en même temps, on peut pas tout savoir dans tous les domaines. Chacun sa spécialité. Moi, j'ai des domaines de prédilection par rapport au comportement humain parce que je reçois des informations, parce que j'ai des compréhensions, etc. Ça ne veut pas dire que je suis bonne dans tout. Si je dois aller me faire couper les cheveux, je vais aller chez le coiffeur, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais si je dois faire réparer ma voiture, je vais chez le garagiste. On est tous sur Terre pour se compléter parce que on a tous des capacités différentes à offrir au collectif et on s'entraide les uns les autres. Merci Guylaine pour la réponse à Anne-Caroline. Et donc, dernière question de Saïda qui demandait « Peut-on avoir la peur de l'échec et peur de la réussite car l'impression de trahir un schéma familial attendu pour moi de par mon éducation, la réussite pour ma famille par exemple et le mariage et les enfants ?» À 200%, bien sûr, bien sûr. On porte tous en héritage un lot de valises qu'on est venu libérer et on est revenu ici pour ça. Et bien sûr qu'on porte des valises et des valises qu'on a choisi de libérer. C'est évident. Eh bien, merci beaucoup Guylaine. Merci à vous tous et toutes pour vos questions, pour vos partages et vos échanges dans le chat. C'est grâce à vous que nous construisons eh bien, d'aussi bonnes conférences. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Petite précision, vous pouvez donc retrouver l'atelier de Guylaine juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, eh bien, on va vous souhaiter une magnifique soirée. Nous sommes toujours très heureux eh bien, de partager ces moments avec vous, mais à un moment, il faut aller se reposer et intégrer aussi tout ce qu'on a déjà vu.
Merci à toi, Guylaine. C'est un plaisir bien de te retrouver. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, si tu peux dire à nos auditeurs, voilà, quelle est la petite chose à retenir de cette soirée? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, qu'on intègre, en tout cas, en premier lieu. De passer à l'action. Regardez dans votre vie ce que vous ne voulez plus subir, ce que vous ne voulez plus supporter, ce qui est difficile, ce qui vous fait du mal, et posez des actions pour arrêter de subir parce que vous n'avez pas à subir. Vous avez le droit de faire des erreurs. Il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des apprentis sages pour devenir plus sages. Mais le premier pas, c'est de passer à l'action. Le temps d'apprendre est terminé. Maintenant, le temps est venu de l'action. Alors, passez à l'action. Regardez de quelle façon vous pouvez matérialiser ce que vous ne voulez plus vivre en vous positionnant auprès des personnes appropriées dans des situations que vous connaissez. Voilà. Passez à l'action. Commencez par un petit pas et faites-en d'autres ensuite. Mais il y a un début à tout. Et si vous ne posez pas le premier pas, il n'y en aura jamais ensuite. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre présence. Et j'espère vous retrouver bientôt pour l'atelier. Merci à vous. Merci. Et merci Cédric. Avec plaisir. Merci à tous. Passez tous une merveilleuse nuit. À très bientôt.